Au niveau des failles critiques qui ont été dévoilées par CTS Lab sur les processeurs AMD, pour faire court, pour ceux qui ne vont pas forcément se taper tout le tech talk, je vais juste vous résumer ça vite fait. Grosso modo, il y a 13 failles de sécurité qui ont été montrées, exploitées, dévoilées par une entreprise qui s'appelle CTS Lab, qui est une entreprise extrêmement jeune, israélienne, qui a été conçue il y a moins d'1 an et qui apparemment aurait des positions dans le stock market par rapport à AMD, donc des positions qui feraient que si le cours d'AMD sur la bourse chute, eh bien eux gagnent de l'argent. Un des fondateurs de la boîte aurait par exemple des intérêts là-dedans. Donc c'est très bien résumé sur le site d'AnandTech et Gamer Nexus. Les failles sont potentiellement légitimes et existent potentiellement. Certaines sont plus ou moins vérifiées. Elles demandent quasiment toutes un accès root à la machine. Donc ce qui est forcément, si tu as un accès root, bah, tu as à peu près des failles partout, tu peux faire n'importe quoi. Donc évidemment, c'est genre un peu le b.a-ba de toutes les failles. Ces failles seraient potentiellement pas seulement applicables à AMD au final. Et en fait, tout porte à croire que ces failles seraient potentiellement, genre pas une arnaque, mais genre une sorte d'arnaque, genre de coup monté par CTS Lab pour faire chuter le cours d'AMD pour que eux s'enrichissent. Il y a pas mal de choses qui pointent dans cette direction. La jeunesse de la boîte, la façon dont ils ont dévoilé les failles, la façon dont leur papier est écrit. Genre, il y a une petite liste de choses qui font qu'il y a un truc qui cloche. Genre, en gros, ils dévoilent une faille 0 jours et ils laissent seulement 24 heures à AMD pour la régler et répondre, alors que normalement, tu laisses un délai de 3 mois, voire 6 mois. Les failles ont des noms abracadabresques qui font extrêmement peur. Le papier, il n'y a pas vraiment, le white paper qu'ils ont écrit, il n'y a pas vraiment de détails sur, à part le nom des vulnérabilités. Voilà, plein de choses comme ça qui font que ça sent l'arnaque à plein nez et le coup monté plus que l'arnaque en fait. Vous pouvez dire bonjour à YouTube, le live si vous voulez, amusez-vous bien, Marco est très poli. Tout à fait, tout le temps dans la politesse. Il fait combien de degrés ici au Canada? Il fait pas beaucoup. Il fait pas beaucoup, mais il fait pas très très froid, je pense qu'il doit faire autour de 0. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse autour de 0, donc ça va. Ça va. Salutations les PC portables, HP, Omen, bien ou pas? C'est pas les PC portables que je prendrais. Moi, je prendrais plutôt du MSI ou du Asus en PC portable. Voilà, donc là, vous avez votre bonjour YouTube, etc. YouTube qui vous dit bonjour. Et après ça, on va directement aller sur les petites news de cette semaine. On n'a pas grand-chose. On a juste une grosse news. Et après, on a 2-3 trucs au niveau des annonces, etc. Blablabla. On a peut-être 2 grosses news, je dirais. 2 grosses news. Bah, une news pas trop mal, puis une énorme news qui va nous occuper pendant 15 minutes. Voilà. Bon, on va directement switcher sur... bonjour. Pour les expatriés, confirmes-tu ma théorie selon laquelle la puissance des GPU augmente plus vite que la puissance demandée des standards du jeu vidéo d'année en année? Je pense que oui. Je pense que c'est effectivement le cas parce que au final, les GPU sont utilisés dans beaucoup plus que les jeux vidéo. Et ces autres domaines d'application dans lesquels on utilise la puissance des GPU, eux, bah du coup la puissance demandée de ces domaines augmente aussi vite que les GPU. Voire même plus vite que les GPU. Bonjour, sur YouTube on vous demande si vous êtes plutôt gros boobs ou gros cul. Une question très importante de la part de Ziki Larson. Et on va passer tout de suite sur le Tech Talk et on va... Donc je disais, on va commencer directement avec la première news. On en parlait déjà la semaine dernière. Le prochain iPhone SE2. Et il semblerait que la semaine dernière, on ne savait pas trop quel design il allait avoir, s'il allait se baser plutôt sur le même design que les anciens iPhone SE, ou s'il allait aborder les designs, ou le design plutôt, qui se rapprocherait de l'iPhone X. Et du coup, il semblerait qu'on est sur un téléphone qui va se rapprocher du design de l'iPhone X, couplé potentiellement à un design d'un iPhone 4 ou d'un iPhone 5. Donc on va rester sur un body qui sera peut-être un petit peu plus carré, un petit peu plus rectangulaire, mais on va retrouver l'encoche sur le haut, un écran qui devrait prendre quasiment l'entièreté de la façade avant. On aurait potentiellement également 2 caméras à l'arrière, donc 2 capteurs d'appareil photo à l'arrière, histoire d'avoir une bien meilleure qualité photo. Et ça a été en fait démontré, genre ça a leaké lors d'une petite vidéo
lors d'une petite vidéo qui est apparue certainement sur un YouTube, très certainement chinois. Et donc l'iPhone SE2 pourrait potentiellement ressembler à ça, donc c'est ce qu'il a entre les mains. Ce qui ressemble du coup à un iPhone 4 marié avec un iPhone X. Donc c'est comme si l'iPhone X et l'iPhone 4 avaient eu un enfant. Moi, je résume le truc comme ça, parce que vous avez un écran qui fait quasiment la totalité de la façade avec la même encoche sur le haut. Vous avez un corps du téléphone qui ressemble à un ancien design de la pomme que moi je trouve très bien. Et à l'arrière, vous avez deux caméras. Vous avez certainement une puce A10, voire A11 à l'intérieur. On pense que ça va être une puce A10 avec 2 Go de RAM. Voilà. Donc, voilà. Des news sur l'iPhone et je vais time out un mec. Bien évidemment. Parce que la pub, ça commence à bien faire. Et on va continuer sur la deuxième news, qui sont cette fois-ci des benchmarks pour le prochain Ryzen 7 2700X, donc le processeur le plus puissant pour l'instant annoncé pour la prochaine génération de Ryzen qui va sortir en avril, donc le 19 avril 2018, hein, la date exacte. Et il semblerait que cette fois-ci on ait droit à des benchmarks sur 3D marques, donc d'un point de vue jeu 3D et rendu 3D plutôt. Et il semblerait que comparé au 1700X et au 1800X, bien évidemment, ce nouveau processeur Ryzen est plus performant, plus puissant, jusqu'à 11% plus rapide sur ce benchmark là, donc sur 3D Mark, par rapport au 1800X, et jusqu'à 18% plus rapide par rapport au 1700X. Donc vous voyez les scores qu'on a ici. Le 1700X totalise un score de 17 800, donc quasiment 18 000, et le 2700X est quasiment au 21 000. Donc ce qui promet quand même des bonnes choses pour potentiellement rattraper le retard par rapport à Intel d'un point de vue des performances sur les jeux vidéo chez AMD, parce que les processeurs AMD sont souvent moins bons sur les jeux vidéo que les processeurs Intel. Là, ça confirme qu'on va un petit peu rattraper ce retard-là, et que d'un autre côté, le prochain Ryzen 7 2700X va quand même envoyer du gros pâté. Si on a un meilleur support au niveau de la mémoire et au niveau des vitesses de la RAM, ça va être génial, quoi, parce que pour l'instant au niveau de la RAM c'était un peu le problème avec Ryzen première génération. Là, si on a des cartes mères et des pros qui vont supporter de la RAM à 3000, 3200, 3600 MHz, ça va permettre de faire des trucs de fou, quoi. Bon, tout le monde n'en tirera pas profit, mais pour ceux qui font des grosses applications de calcul, quand tu mets un Ryzen 7 2700X, si tu peux le coupler avec de la RAM à 3600 MHz, bah t'es content, quoi, parce que ça va améliorer un peu tes performances. Donc voilà. On a également aussi les prix qui ont un petit peu leaké de la part d'Amazon. Donc on était un petit peu au courant également des prix. On en avait aussi parlé l'année dernière. C'est juste un petit rappel. Le 2700X dont on vient de parler juste avant là, il serait affiché à 370 $. Le 2700, donc la version non X mais toujours Ryzen 7, serait affiché à 300 $ avec un couleur qui vient avec. On aura également un couleur qui vient de base avec le Ryzen 7 2700X, hein, un nouveau couleur qui ressemble à ça. Je vais aller voir la présentation de ce couleur. Et ensuite pour les Ryzen 5, on serait à 249 et 200 $, donc des prix qui sont tout à fait abordables. Le Ryzen Prism qui serait fourni avec le Wave Prism qui serait fourni avec les processeurs Ryzen 2700X exclusivement ressemblerait à ça. Donc c'est un petit peu une version améliorée du Wraith Spire qui avait un petit peu la même gueule. Donc pour l'instant on a ces deux grosses news. 300 € ça va, mais il y a déjà des i7 à ces prix là. Oui c'est sûr, mais là 300 €, tu tapes quand même un Ryzen 7 avec 8 cœurs, 16 fils de calcul. C'est quand même pas dégueu, quoi, parce que des i7 à 300 €, bah, c'est des i7 6700 ou 7700K, donc des trucs avec seulement 4 cœurs. Là, tu as le double de cœurs pour le même prix. C'est quand même hyper intéressant. Bon, là, on va passer sur la première grosse news de cette semaine qui concerne Nvidia et qui concerne une potentielle carte pour le mining et exclusivement pour le mining qui pourrait faire son apparition prochainement. Donc, on sait que ça fait chier Nvidia que leurs cartes graphiques partent
ça les fait pas chier de vendre des cartes. Ça les fait pas du tout chier de vendre autant de cartes parce que eux, bah, du coup, ça veut dire que leurs cartes se vendent super bien, ils vendent quasiment tout. Ce qui les fait chier, c'est qu'ils aient pas de stock, qu'ils n'arrivent pas à suivre d'un point de vue production et que du coup, les prix flambent. Mais c'est pas eux qui font flamber les prix, c'est les revendeurs qui mettent des prix super hauts par rapport au prix qu'avait conseillé Nvidia parce qu'il y a une pénurie de cartes graphiques. C'est genre l'offre et la demande. Moins tu as d'offres et plus la demande est forte, plus les prix vont être élevés pour ce qui est offert, pour les rares modèles que tu peux trouver. Mais ça, c'est pas Nvidia qui fixe les prix, c'est genre les revendeurs qui vont te vendre les cartes. Ça va être genre les mecs sur eBay, les magasins d'informatique et tout, qui vont mettre des cartes, genre des 1070 à 900 euros, etc., etc. Parce qu'il y a une pénurie de cartes graphiques. Ça fait chier aussi Nvidia, parce que Nvidia, les cartes, il les a pas vendues 900 euros aux revendeurs et aux magasins. Nvidia les a vendues au prix que, tu sais, genre, comme tout le monde, quoi. Genre, pour que les vendeurs les vendent à 600 euros, quoi. Au prix que c'était, genre, conseillé de base. Donc Nvidia se fait aucune marge sur des prix de cartes qui sont astronomiques. Donc ça les fait chier eux aussi, parce qu'en plus, après, comme ils sont souvent orientés extrêmement gaming, ça les fait chier parce que tous les gamers n'ont quasiment plus accès à des cartes graphiques bon marché, parce que toutes les cartes sont achetées par des mineurs. Donc ils disaient qu'ils réfléchissaient à des solutions. Donc on sait qu'ils vont sortir leur nouvelle carte professionnelle Turing. Non, c'est pas Turing, je pense que c'est Ampère. En fin mars, qui vont les annoncer fin mars. Que les prochaines GTX Gaming, donc 2070, 2080, vont être annoncées en juin et vont sortir en juillet. Mais en attendant, ils vont certainement sortir une carte en architecture Pascal, donc basée sur le GP102, qui est le même chipset qu'il y a sur les GTX 1080, 1080 Ti, et je pense sur je sais plus laquelle des Titans. Et donc le même GPU, enfin le même chipset, ils vont en faire une carte pour les crypto-monnaies, pour le mining de crypto-monnaies. Il y aurait 3200 CUDA core, donc ce qui est assez énorme, 5 Go de GDDR5X, et ils disent que cette carte pourrait avoir un taux de hash jusqu'à 27, je sais pas c'est quoi l'unité. Des MH, c'est quoi déjà? Des MH par seconde, c'est quoi le H déjà? Des méga H? Est-ce que c'est vraiment? Je pense que c'est ça, je pense que c'est des méga H. Des mégahash par seconde, c'est ça. C'est l'unité que je pensais. Des mégahash par seconde, donc 47 mégahash par seconde, ce qui est pas dégueu. Ce qui est quand même pas dégueu, dépendamment du prix à laquelle ils vont la vendre, ça peut être très intéressant. Sachant que ça, c'est en Ethereum. En Monero, ça serait vers les 879 H par seconde. Et en Zcash, on serait dans les 660, je sais pas ce que c'est que cette unité, par seconde. Unité certainement propre à Zcash. Et il y aurait une bande passante de 400 gigabits par seconde. Donc 47 mégahash, c'est moi je pense qu'avec ma 970, quand j'avais essayé de voir comment je pouvais miner de l'Ethereum et ce que j'obtenais comme résultat, avec ma 970 j'étais à 10 mégahash. Donc ce qui est pas énorme. C'était genre ce que devait faire une 970 quoi, 10 mégahash. Donc si t'en mets deux, ça fait 20 mégahash. Une 1070 doit être aux alentours des 20 mégahash, potentiellement peut-être 18-20 mégahash. Non, mais c'est pas mégahertz. Mégahertz, ça va être un M, ça va être un H minuscule, je pense. Puis du coup, des mégahertz par seconde, ça n'a aucun sens aussi. Donc c'est vraiment des mégahash par seconde. Donc, elle sera appelée, le nom de code, ça serait la P102-100 SKU. Et donc du coup, il y aurait 3200 cœurs, une base clock à 1582 MHz. La mémoire aurait une fréquence à 11 gigabits par seconde. Il y aurait 5 Go de DDR5X, comme on disait. Une bande passante de la mémoire de 400 gigabits par seconde sur une interface de 320 bits. Et il y aurait un TDP de 250 watts, qui est quand même un TDP assez énorme. C'est peut-être même plus qu'une 1080 Ti. La 1080 Ti, je pense que c'est un TDP de 200 watts. Et il y aurait besoin de deux connecteurs 8 pins PCI. Donc pour autant dire que la carte pourrait consommer, enfin va consommer pas mal quoi. Et on ne sait pas quand forcément elle pourrait sortir. On n'a pas d'infos là-dessus, mais c'est Inno 3D
qui a apparemment leaké l'information en montrant une photo de cette carte-là avec un couleur dessus assez standard. Ça serait une carte vraiment genre orientée juste pour le mining. Combien de TDP? Comme je disais, 250 watts. Et au niveau du prix, pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait d'informations sur le prix. On n'a aucune info sur le prix. On n'a même pas d'info sur quand est-ce qu'elle va sortir. Donc ça devrait être assez prochainement. Si les fabricants comme Inno3D ont déjà des photos et des prototypes des cartes qui peuvent montrer genre qu'ils ont commencé un peu à faire la promotion involontaire de la carte, c'est qu'elles doivent être chez eux. Mais on ne sait pas le prix. On ne sait pas du tout le prix. On ne sait pas du tout le prix et ça sera à repréciser. Donc là, j'ai la même info. J'ai la même info. Tac, tac, tac. Comment est-ce qu'ils ont fait exactement aussi pour atteindre autant? Donc un total de 3200 shaders à 5 Go de DDR5. C'est vrai qu'on perd 6 Go de VRAM et 382 cœurs par rapport à une 1080 Ti standard et par rapport au chipset GP102 standard. Là non plus sur cet article, pas de news par rapport au prix ou à la date de sortie. Mais voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les autres cartes graphiques, les cartes graphiques plus gaming. Le fait que Nvidia se dirige et fasse une espèce de carte graphique juste orientée pour le mining, on va espérer que la plupart des mineurs se dirigent du coup vers des cartes graphiques de ce type-là, qui du coup ont des résultats vraiment excellents, parce que 47 MHz en Ethereum par seconde, c'est bon, c'est très très bon, dépendamment du prix, mais je pense qu'ils vont essayer de faire un prix qui soit inférieur à une 1080 Ti. Donc il faudrait que tous les mineurs se dirigent vers ce type de carte là, comme ça désengorgerait toutes les cartes qui sont faites pour le gaming et pas pour le minage quoi. Et il faudrait qu'NVIDIA continue à sortir des cartes qui soient juste pour le mining. Donc on va continuer ces news avec pas mal de jeux vidéo. Donc on a 4 news de jeux vidéo avant de passer à notre énorme news de cette semaine. On a tout d'abord GTA 5 qui refait parler de lui et qui va potentiellement, au cours du mois d'avril, ressortir dans une version premium. Donc ça serait une version qui sortirait exclusivement sur PS4 et Xbox One. Donc potentiellement sur Xbox One X et sur PS4 Pro également. Elle serait potentiellement dans les magasins le 23 mars, donc ça serait même avant avril. Et potentiellement il y aurait donc déjà tous les DLC, il y aurait le mode en ligne serait un petit peu pas revu, mais serait genre on aurait quasiment tous les DLC qui sont venus avec le jeu. Et il y aurait potentiellement aussi comment ça s'appelle, tout ce qui a été fait dans la version PC du jeu, donc qui était différent au niveau des graphismes, pourrait venir également dans cette version de GTA V Premium. Voilà. GTA V, on aimerait GTA 6, on a déjà fait le tour de la map 20 fois. C'est peut-être pour faire patienter les joueurs avant la sortie de GTA 6. On sait qu'il y a un GTA 6 qui est dans les making, qui est en train de se faire, qui est en train d'être bossé par chez Rockstar, mais ils n'ont pas donné de date, ils ont quasiment pas communiqué là-dessus, on a quelques rumeurs. Mais du coup peut-être que pour faire patienter les joueurs, ils essaient de sortir une version de GTA V qui soit hyper complète, qui comprenne quasiment tout. Qui contiendrait aussi genre le Criminal Enterprise Starter Pack, donc dans lesquels tu as genre 10 millions de thunes, toutes les armes, plein de véhicules, etc. Bref, vraiment genre comme si tu avais acheté un énorme Season Pass sur GTA V puis qui te donnait tout d'un coup quoi. C'est un peu comme voilà, c'est un peu comme un GTA V Game of the Year Edition. C'est genre t'as tout ce qu'ils ont fait pour le jeu et ils en font un bundle et ils te le revendent. Si jamais t'as jamais acheté GTA V et que tu voudrais l'avoir, ça peut être genre la version à attendre et à acheter. D'un autre point de vue, un jeu qui a également fait pas mal parler de lui, c'est Sea of Thieves. Donc le jeu de pirates un petit peu et d'exploration navale qui était en alpha et en bêta pendant plusieurs périodes, qui avait été testé par pas mal de streamers, qui avait l'air d'être assez intéressant. La seule grosse question c'était genre, est-ce que le jeu allait être trop répétitif et manquer de contenu? Ils ont sorti un nouveau trailer. La date de sortie c'est le 20 mars, donc le jeu sort très 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 prochainement, exclusivement Xbox One et PC. Et il semblerait qu'ils aient quand même rajouté pas mal de contenu, des kraken. Ils vont essayer de faire des événements
genre temporaires, qui vont inciter les joueurs à jouer, à faire des équipes, à se battre entre eux, etc. Donc il semblerait qu'ils aient pas mal de trucs prévus pour le jeu qui permettent de le faire vivre assez longtemps et qui pourraient proposer donc du contenu assez différent et pas forcément hyper répétitif. Donc à voir ce que ça va donner le 20 mars. Personnellement, je vais pas l'acheter de suite. Je vais voir ce que les tests en disent, ce qu'en dit la presse générale, ce qu'en dit la presse spécialisée, ce qu'en disent les différents sites de tests, ce qu'en disent les streamers sur Twitch, ce qu'en disent les mecs qui en parlent sur YouTube. Je serais hyper intéressé de voir Ibonek, donc Jean-Baptiste Chaud, faire un epic test par exemple sur Sea of Thieves pour voir ce que lui en pense. Et si le jeu me plaît assez, il y a moyen que je l'achète avec des amis, mais c'est le genre de jeu que je disais, je l'achèterai jamais tout seul. J'essaierai de voir avec des potes si on pourrait pas être 4 ou 5 à l'acheter. Comme ça, on est à chaque fois 4 ou 5 à jouer. Tu sais, genre, on n'est peut-être pas toujours le même équipage de 4 personnes ou 3 personnes. Mais si on est 5 ou 6 à l'acheter, on arriverait toujours à trouver 2-3 personnes qui veulent jouer à Sea of Thieves. Puis, genre, on pourrait jouer ensemble. Mais c'est pas forcément un jeu que j'achèterais tout seul, tu vois. C'est genre le jeu, genre, tu l'achètes entre potes pour jouer avec tes potes, tu vois. Donc, faut que tes potes l'achètent également. Mais par contre, Sea of Thieves sur le Microsoft Store uniquement, c'est effectivement une très mauvaise idée. Ça, je suis tout à fait d'accord. Jean-Baptiste Chaud, you're a man of culture as well. Effectivement. Bon, en attendant, un truc qui me hypait pas du tout, mais qui au final me hype bien plus que ce qu'il n'aurait dû, c'est Soul Calibur 6. Soul Calibur 6. Soul Calibur qui est quand même un énorme jeu de combat assez funky dans lequel ils essaient de ramener plein de personnages de différentes licences et de les faire s'affronter à la Tekken ou à la Mortal Kombat, donc dans des combats qui sont souvent beaucoup plus épiques et je veux dire visuels que des jeux de combat comme Tekken. Genre Tekken c'est hyper technique, ça va être pas hyper visuel, genre ça va être un peu, Soul Calibur pour moi c'est un peu la même sauce que Dragon Ball Fighter Z. C'est-à-dire que tu peux en mettre plein la vue, t'as des combos, t'as des épées, t'as des mecs qui ont des épées énormes et tout, c'est génial. J'avais beaucoup joué à Soul Calibur 3 et Soul Calibur 4, tu pouvais jouer Dark Vador dans Soul Calibur quoi. Genre dans un jeu de combat tu jouais Dark Vador, c'était génial. Tu pouvais jouer Mario, enfin t'as des personnages iconiques de plein de licences de jeux vidéo qui sont mis dans Soul Calibur, qui combattent ensemble. Et là, ça a été confirmé, dans Soul Calibur 6, on va avoir Geralt. The Witcher va être jouable dans Soul Calibur 6. Sachant que le jeu Soul Calibur sort sur PS4, Xbox et PC. Donc j'étais pas du tout hypé. Genre pas du tout hypé pour Soul Calibur, parce que c'est un jeu que j'aime bien, mais genre c'est pas forcément le truc que j'achèterais. Mais apparemment, Benkai Namco, donc Namco, Bandai Namco, putain c'est dur à prononcer ce nom là. Genre a fait un partenariat avec Capcom. Et pas avec Capcom, c'est avec CD Projekt, excusez-moi. Donc Benkai Namco a fait un partenariat avec CD Projekt. Et ils vont inclure The Witcher, donc Geralt of Rivia, dans Soul Calibur 6. Il sera jouable avec son épée, il aura des espèces de petits pouvoirs magiques qui représentent les signes et il pourra se booster avec des potions. Le trailer est assez marrant. Genre le trailer est assez marrant. Moi, il y a la musique de The Witcher et tout, je suis vendu. Il y a la voix de Geralt, c'est le même mec qui a fait la voix en anglais qui a redoublé Geralt. Ils ont fait un thème musical exprès. Ils ont fait une map exprès qui représente Carmoren. Du coup, genre, je suis hypé quoi. Je suis hypé, puis on va regarder ça. Putain, on va regarder cette putain de bande-annonce. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et voilà. Crap like this, exactly why I hate portals. Come on, let's do this. Challenged a Witcher. Must have had a death wish.
Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, ce sont des dieux. Bref. Ah, j'étais hyper hypé pour ça. Genre, j'étais genre, waouh, c'est génial. C'est génial. Bref. Trêve de mondanité. On va passer sur la dernière news de jeux vidéo qui concerne également un autre jeu qui me hype vraiment, vraiment énormément. C'est Shadow of the Tomb Raider. Tomb. Tomb? Comment on prononce en anglais? Shadow of the Tomb Raider. Ouais, c'est pas Tomb Raider, c'est Tomb. Tomb Raider. Voilà. Donc, le troisième volet de la saga Tomb Raider qui se dévoile un peu, qui dévoile également une date de sortie qui est fixée pour le 14 septembre 2018. C'est dans longtemps, mais putain, qu'est-ce que je suis hypé par ce jeu. J'ai adoré le reboot de 2013 Tomb Raider. J'ai adoré Rise of the Tomb Raider. Je l'ai fini, je pense. Le premier, je l'ai fini 2 fois, le deuxième aussi. J'adore les mécaniques de ce jeu, j'adore l'environnement qu'ils ont construit, j'adore le gameplay, les graphismes sont beaux, le jeu est beau, la narration est bonne, genre t'es pris dans le jeu, ça, genre le premier Tomb Raider que j'ai fait, le 2013, enfin pas que j'ai fait mais celui de 2013, je me souviens j'y jouais tout le temps au même moment quasiment, et j'avais une pote qui genre, c'était son kiff, genre souvent, genre elle venait bouffer à la maison avec mes autres colocs. Et elle me regardait jouer à Tomb Raider, genre des fois après, parce que genre elle kiffait ça, puis elle avait l'impression que, limite elle avait l'impression de regarder un film, elle, de son côté, avec le nombre de trucs qui se passaient, les cinématiques, genre les petites cinématiques qui se passaient tout le temps, et moi de mon côté je jouais tranquille à mon Tomb Raider et tout. Mais du coup ce jeu, genre je l'attends vraiment, genre je pense qu'il va être vraiment excellent comme les deux derniers. Il y a également le film qui est sorti aujourd'hui il me semble, donc le film je pense qu'il s'appelle Lara Croft, qui est sorti aujourd'hui au cinéma, qui a l'air d'être plutôt bon, il faudrait que j'aille le voir. Mais là du coup, une news qui est sortie, il y a eu un trailer qui est sorti pour du coup Shadow of the Tomb Raider et il y a eu la date qui a également été révélée 14 septembre 2018. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc on va se mater le trailer qui est sorti aujourd'hui ou dans la semaine, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. Et je peux vous dire que j'ai extrêmement hâte pour ce jeu. Donc on est en 1080p, hop, je vais mettre en plein écran, je vais remettre en plein écran et on va admirer ça. Comment on fait pour être vert? Eh ben, il faut être sponsor. C'est pas les modos, c'est les sponsors. C'est la même façon que... Attendez, je vais faire un aparté. La même façon que sur Twitch, tu peux t'abonner à une chaîne. Genre soutenir la chaîne, tu payes... Genre sur Twitch, c'est le même principe que sur YouTube pour moi, pour les lives. Tu peux soit follow la chaîne sur Twitch, ce qui correspond à un abonnement sur YouTube, dans le sens où bah, tu vas t'abonner au contenu de cette chaîne, puis du coup tu vas avoir des notifications quand le mec va être en live. Soit tu peux, sur Twitch, tu peux t'abonner à la chaîne, donc là tu claques 5 euros pour soutenir le streamer en plus. Bah, sur YouTube c'est pareil, du coup il y a l'abonnement qui correspond au follow sur Twitch, mais tu as aussi le sponsoring qui correspond à l'abonnement sur Twitch. Donc en gros tu deviens sponsor de la chaîne et c'est pareil, tu vois, genre c'est pareil, bref, bon, vous comprenez le principe quoi. On va regarder ce trailer de folie. Ok, c'était court mais c'était intense. C'était ultra court, mais c'était ultra intense. Je pensais que ça allait durer vraiment plus longtemps que ça a duré 20 secondes, j'étais genre, quoi, c'est déjà fini? J'ai quasiment rien vu. Mais on a vu suffisamment de choses pour comprendre un petit peu où ça allait se passer. Il va au moins y avoir une partie de l'aventure qui va se passer certainement en Amérique du Sud. On voyait des temples qui ressemblaient fortement, fortement à des temples mayas, ou, tu sais, genre, ces civilisations-là, Aztèques, Mayas, etc. Donc je penche grandement pour une grosse partie de l'aventure en Amérique du Sud, donc potentiellement Amérique latine, etc. Potentiellement Amazonie, il y avait des environnements qui ressemblaient à de la jungle assez feuillue, assez touffue, assez dense. Donc, euh, donc je pense que ça va partir là-dessus. Soul Calibur avec Geralt, c'est une excellente question. Je ne sais pas, je vais aller voir. Tiens, j'ai peut-être l'info. Il y a peut-être l'info sur cette news. Je veux dire, ça serait dommage qu'ils aient pas mis l'info. Alors, 2018. On n'a pas de date exacte pour Soul Calibur 6 avec Geralt of Rivia, mais c'est en 2018. Amérique centrale.
potentiellement aussi Amérique centrale. C'est ça, Amérique centrale, Amérique latine, Amérique du Sud. Donc un jeu que j'attends particulièrement. Bon, on est d'accord que le titre n'a rien à voir avec ça. Oui, on y arrive, du calme, je peux pas que parler de ça. On arrive au gros du sujet, on arrive au gros de cette semaine. Les 13, donc il n'y en a pas moins de 13, il y a exactement 13 failles de sécurité qui ont été mises en avant et dévoilées par une entreprise de recherche en sécurité informatique pour les processeurs AMD Ryzen et les processeurs EPYC pour serveurs. Ça s'appelle les AMD Flows. Donc c'est les flows, c'est comme un problème en anglais. C'est genre, je vous laisse traduire ça comme vous voulez. Ils ont fait un site là-dessus. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'infos, voilà, comme ça. Ils ont monté le site juste pour ça. Et ces 13 failles de sécurité se résument en 4 différentes catégories. Qu'ils ont appelées Ryzen Fall, Master Key, Fallout et Chimera. Donc Chimera, on va prononcer ça à la française. Il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Il y a beaucoup de mecs qui ont tweeté des choses là-dessus. Notamment des gens assez connus dans le domaine de la sécurité. Et en gros, les vulnérabilités, voilà un petit schéma des lignes de produits qui sont affectées. Donc les serveurs EPYC, les processeurs Ryzen, donc standard, les processeurs Ryzen mobile et les processeurs Ryzen Pro. Donc Fallout et Master Key touchent tout ce qui est EPYC. Chimera, Master Key et Ryzen Fall touchent tout ce qui est Ryzen Workstation, donc les stations de travail. Chimera touche les Ryzen Pro, etc. Ryzen Fall touche les Ryzen mobile et les Ryzen Pro. Donc il y a un détail de tous les processeurs qui sont affectés, les vulnérabilités, genre les succès qui ont été genre exploités, genre c'est pas des succès mais c'est genre les exploits qui ont été vérifiés et démontrés et ceux qui sont potentiellement vulnérables. Donc ça c'est une petite carte, je vous invite à aller voir le site, c'est amdflows.com. Et ils ont également un truc qui résume les vulnérabilités dont ils parlent, donc Ryzen Fall, Fallout, Chimera et Master Key. Donc, Ryzen Fall permet de prendre contrôle de cette partie-là, qui est une partie du processeur dans les processeurs AMD, qui s'appelle le Secure Processor, qui fait des vérifications techniquement, qui fait des vérifications au moment du boot de la machine. De ce que j'ai bien compris, je crois que c'est ça. C'est genre, il y a une partie du processeur d'AMD qui va vérifier ce qui va booter au démarrage de la machine et à chaque démarrage. Et Ryzen Fall permettrait d'incorporer du code malicieux dans ce processeur-là pour, grosso modo, en prendre le contrôle. Donc en gros, les attaquants pourraient utiliser Ryzen Fall pour contourner les credential guards de Windows et pour voler des identifiants de réseau, pour aussi genre s'étendre à travers des réseaux sécurisés fonctionnant sous Windows, etc., etc. Il pourrait utiliser aussi cette faille-là en parallèle avec la faille Master Keys pour installer des malwares, genre implémentés directement dans la partie sécuritaire du processeur, donc dans le Secure Processor sur les chipsets AMD. Ce qui pourrait du coup être, pas indétectable, mais ce qui pourrait être genre inenlevable. C'est-à-dire que même si tu formates ton PC, le malware il est directement sur ton processeur. Il n'est pas sur ton PC, sur ton disque dur, il est dans ton processeur. Donc quoi que tu fasses, c'est problématique. Fallout. Arrêtez de paniquer, il n'y a rien de confirmé encore. Flow égale défaut, c'est ça. AMD Flow, c'est les défauts d'AMD, grosso modo. Donc, Fallout, les vulnérabilités permettent aux attaquants de d'écrire et de lire des informations sur de la mémoire protégée, comme la mémoire SMRAM et la mémoire isolée qui est utilisée pour les connexions Windows, donc les Windows Credential Guard, qui se traduit par, je vais essayer de vous trouver ça en français parce que je pense que ça ne vous parle pas, mais en français ça pourra vous dire quelque chose. Ouais, je sais, je tape traduction, aucun respect.
Donc les informations d'identification sur Windows. Donc en gros, Fallout permet d'accéder à de la mémoire qui est censée être protégée et de lire et d'écrire sur cette mémoire-là. Donc les attaquants pourraient utiliser ces vulnérabilités pour voler des informations confidentielles, notamment des informations de connexion. Ils pourraient également utiliser ces vulnérabilités pour bypass les protections au niveau du flashage du BIOS qui sont implémentées dans la mémoire SMM ou dans le SMM du pros, et du coup permettre de flasher le BIOS avec on va dire des drivers pour les BIOS qui ne sont pas forcément signés numériquement et vérifiés numériquement. Parce que quand vous installez un programme sur votre PC, il y a un truc qui s'appelle la signature numérique des programmes qui marche en corrélation avec Windows, et en gros Windows va vérifier que la signature du programme que vous installez correspond à un truc qu'il connaît. Et c'est dans ces cas-là souvent qu'il vous dit est-ce que vous voulez exécuter tel truc sur votre machine, et là vous pouvez mettre oui ou non. Ça c'est quand des fois il ne connaît pas forcément la signature numérique, mais il vous demande si vous faites confiance à cette signature numérique là. Bah là en fait c'est pareil, par exemple si vous voulez flasher votre BIOS, vous pouvez utiliser généralement votre BIOS ne va être flashable que avec des trucs, des updates de BIOS qui ont été signés numériquement par votre fabricant de carte mère, qui en gros autorise le BIOS à être updaté par la mise à jour que vous lui donnez. Pour pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir ou vous donne, genre, pour pas qu'il y ait genre un mec qui modifie le BIOS, l'update de votre BIOS, puis qu'il le mette sur internet, vous récupérez cet update modifié et que vous puissiez flasher votre BIOS avec ça, qui est une update corrompue. Donc en gros, ce truc Fallout permettrait d'enlever ces protections sur le flashage du BIOS, et ce qui pourrait entraîner du coup des mecs qui pourraient venir avec des BIOS modifiés, non signés, et flasher le BIOS. Master Key et Chimera, c'est assez compliqué. Chimera, c'est des backdoors qui ont été découvertes sur d'un côté plutôt hardware et manufacturier. Donc ça vient de là où AMD fait usiner ses chipsets. Et en gros, le lien du chipset à l'USB, au prise SATA et au PCI Express, donc tout ce qui est même network, Wi-Fi, Bluetooth. Donc ça passe à travers le chipset, et un attaqueur pourrait passer par une backdoor et du coup couper ou en tout cas s'interposer entre ces différents flots d'informations qui vont du CPU jusqu'à l'USB, jusqu'au port SATA, jusqu'au port PCI Express, jusqu'au port réseau, jusqu'au Wi-Fi, etc. Il y a plein d'autres trucs, et Master Keys c'est également au niveau du AMD Secure Processor, donc dans lequel il y a un firmware qui est installé, et du coup Master Keys permet aux attaquants de s'insérer sur ce Secure Processor qui est dans le chipset des processeurs Ryzen AMD et d'installer des malwares. Voilà, c'est assez compliqué. Ils ont utilisé un truc, ils ont écrit un truc qui s'appelle un white paper, qui est grosso modo un espèce de papier public qui est accessible à tout le monde, qui relate leurs découvertes et comment ils les ont découverts. Est-ce que j'ai une bonne... Ouais, j'ai pas vraiment un bon truc. Je vais juste essayer de prendre celui-là. En gros, dans lesquels il vous donne les différentes vulnérabilités, il vous donne un petit peu de background, il vous explique les différents mots-clés qu'ils ont utilisés, c'est quoi les SEV, c'est quoi, comment marche la sécurité, à quoi sert le Secure Processor dans les processeurs AMD, comment marchent les trucs, et ensuite il vous explique les différentes failles. Donc comment marche Master Keys, comment marche Ryzen Fall, sans forcément donner de code, etc. Ça c'est juste vraiment un papier qui est public et auquel tout le monde peut avoir accès. Donc ça c'est un résumé des différentes failles avec les différentes plateformes sur lesquelles ça s'applique. Et ça c'est les différentes explications de ces différentes failles et les différents impacts. Donc à chaque fois il y a différents niveaux de failles, comme il y avait pour Spectre et Meltdown. Sur Meltdown, je pense qu'il y avait 2 niveaux de failles, et sur Spectre, il y avait Spectre 1, Spectre 2, Spectre 3. Là c'est pareil, il y a Master Key 1, Master Key 2, Master Key 3, etc. etc. Donc c'est très très bien expliqué, on va pas rentrer dans des détails très techniques, parce que même pour moi,
ça devient compliqué et il faudrait que je lise complètement l'article plusieurs fois pour bien comprendre à quoi correspond chaque faille. Mais c'est des failles qui peuvent être assez critiques et qui sont directement sur le firmware du processeur ou directement sur l'hardware. Donc, le problème par rapport à ça, c'est que donc il y a eu différentes controverses par rapport à ces failles. C'est pour ça que je vous dis ne vous inquiétez pas forcément. Tout d'abord, l'entreprise qui a dévoilé ces failles s'appelle CTS Lab. Et ils ont, dans un premier temps, été extrêmement critiqués parce qu'ils ont parlé des failles et révélé ces failles d'une manière bien trop rapide. Pour Spectre et pour Meltdown, par exemple du côté de chez Intel, pour vous donner un petit ordre d'idée, la firme de sécurité et Google, je pense que il y avait aussi des chercheurs chez Google qui avaient découvert ces failles-là. Quand ils ont découvert les failles, ils ont donné tout leur code et la façon dont ils pouvaient exploiter ces failles-là, donc parce qu'eux ils font des tests avec du code, etc. pour voir que ça marche, et ils ont donné tout leur package à Intel 6 mois avant que les failles ne soient annoncées au public. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, il y a comme une espèce de loi sur quand tu trouves une faille de sécurité quelque part, quand une entreprise de recherche de sécurité informatique trouve une faille sur un logiciel, ils doivent communiquer avec l'entité qui fait le logiciel, ou là, dans ce cas-là, le hardware, donc avec Intel, etc., et leur laisser un délai suffisant pour analyser le travail de l'entreprise de sécurité, voir si les failles sont effectivement réelles, s'ils arrivent à les répliquer, etc. Et suffisamment de temps également pour se préparer à corriger ces failles-là. Comme ça, après, ils peuvent annoncer ça au public, dire voilà, on a trouvé des failles sur tel truc, mais là, l'entreprise qui fait ce logiciel-là dit oui, hop, ça fait genre 4 mois qu'on est au courant, du coup, on a déjà un patch qui arrive la semaine prochaine pour corriger ça. Ce qui s'est exactement passé avec Intel. Intel était au courant 6 mois avant nous que les failles Spectre et Meltdown existaient. Et ils ont travaillé pendant 6 mois pour déjà vérifier que les failles étaient réelles, qu'ils pouvaient les reproduire, qu'ils pouvaient les exploiter, que c'était un vrai problème. Et là, ils ont travaillé à leur correction. Et c'est pour ça qu'on a eu un patch quasiment à l'instant où les failles ont été annoncées publiquement. Là, le truc qu'a fait CTS Lab, c'est que genre, ils ont laissé 24 heures, voire 48, je sais plus, c'est genre, je pense qu'ils ont laissé 24 heures à AMD le temps de réagir. En gros, ils ont dit, on vous envoie nos trucs, vous avez 24 heures, dans 24 heures, c'est public. Ce qui s'est jamais vu. Et rien que pour cette raison, ça a été, ils ont été extrêmement critiqués parce que c'est une pratique qui ne se fait pas et que c'est un truc assez bâtard. Ensuite, là où les failles peuvent être un petit peu prises au sérieux, c'est qu'on a d'autres sources, donc disons des chercheurs renommés et des chercheurs qui sont connus dans le domaine de la sécurité informatique, qui ont été contactés par CTS Lab, CTS Lab leur a envoyé leur code source pour tester les failles, et ces chercheurs ont effectivement pu tester ces failles et les exploiter. Donc on a par exemple un monsieur qui s'appelle Dan Guido qui a tweeté, donc CTS Lab m'ont demandé de faire une review de leur recherche la semaine dernière, et ils m'ont envoyé un rapport technique complet avec la programmation et le code pour les exploits, pour chacun des bugs et pour chacune des failles. Si on oublie la hype autour de l'annonce de ces bugs, etc., les failles sont réelles, elles sont très bien décrites dans le rapport technique qu'il leur a donné, que CTS Lab a donné à ce mec-là, mais le rapport technique n'est pas public. Et les codes d'exploitation, les exploit codes, donc le programme pour exploiter ces failles, fonctionne. Il y a également un autre mec qui a également aussi confirmé ça. Mais par contre, on a d'autres personnes, genre très influentes en sécurité, qui ont essayé un petit peu de mitiger l'impact de ces failles-là et l'importance de ces failles-là. En gros, en disant genre, pour parler de ces vulnérabilités, je vous traduis un petit peu ces tweets, au niveau de la vulnérabilité Master Keys, il faut que tu autorises une update de BIOS non autorisée. Il faut que tu permettes à ton système de faire une update de BIOS qui soit non autorisée. Ce qui veut dire que genre, forcément, si tu installes une update de BIOS qui n'a pas été vérifiée numériquement et qui vient d'un vieux site tout dégueu ou d'un vieux forum qu'un mec t'a filé, ben ouais, généralement tu peux être dans la merde.
parce que tu sais pas ce que le mec a fait à cet update de BIOS là, et il se peut qu'il ait mis du code malveillant dans cet update de BIOS. Donc il dit ça c'est genre master keys généralement pour que la faille apparaisse et soit exploitable, il faut que tu aies autorisé la modification de ton BIOS par une update qui soit non autorisée par ton constructeur de carte mère, par ton constructeur de CPU, etc. Donc il dit genre évidemment si tu fais ça, c'est comme si tu ouvrais une porte à un cambrioleur chez toi quoi. C'est genre même pas si tu ouvrais une porte, c'est comme si tu avais laissé la clé sur le paillasson en disant genre vous pouvez rentrer quand vous voulez. C'est genre t'as autorisé un truc qui n'était pas officiel et genre t'as autorisé l'installation d'un truc non officiel sur une partie critique de ton PC qui est le BIOS. Pour Rise and Fall, il disait genre encore une fois, il faut envoyer du code non autorisé sur la partie secure processeur du chipset en tant qu'admin. Donc en gros, il faut être logué comme admin sur la machine, plus qu'admin, enfin avoir des droits administrateurs, pas que sur Windows, hein, sur la machine entière et sur le BIOS, et envoyer du code non autorisé sur une partie du processeur. Donc forcément, si un mec a ces droits-là, forcément il peut faire de la merde. C'est ça qu'il voulait dire. Fallout, en gros, les... Ah, my bad. Fallout, c'est à peu près le même principe. Et pour Chimera... Chimera, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va pas en parler. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que ce chercheur en sécurité-là, lui, il était en désaccord par rapport aux autres. Et il disait que toutes les failles qu'ont pointé CTS Lab du doigt sont des failles parce qu'elles sont pas forcément des failles critiques, parce qu'elles elles ont toutes besoin d'un accès admin ou d'un accès super utilisateur sur la machine. Ce qui veut dire genre, forcément, quand tu as un accès de ce niveau-là, tu peux avoir des failles n'importe où. Parce que tu peux quasiment toucher à n'importe quelle partie de ton pros et modifier n'importe quoi. Donc si tu peux genre mettre du BIOS dégueulasse, faire un update de BIOS complètement dégueulasse qui va mettre des backdoors partout dans ton PC sur ton BIOS, bah oui, t'as des failles. Bref. Donc, attendez, que je regarde, absent, voilà. Donc c'est pour ça que ces failles sont à prendre avec des pincettes. Genre avec des grosses pincettes. Genre vraiment des énormes pincettes. Il y a également un autre site que vous connaissez certainement qui s'appelle, j'aimerais bien arriver à avoir, voilà, qui s'appelle Gamer Nexus. Donc très bon site, hein, Gamer Nexus. J'essaye de centrer au maximum l'information ici. Hop là, je vais faire ça comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça, puis là, je peux pouvoir faire peut-être ça. Peut-être un peu gros là. Voilà. Gamer Nexus, un site extrêmement complet, fait par un mec qui est, pas par des mecs, parce que je pense qu'ils sont plusieurs, qui ont une très grosse connaissance en informatique, très poussée, qui sont hyper objectifs sur leurs tests, sur leurs analyses, sur leurs tests de matos. Et en gros, lui pour lui, cette révélation par CTS Lab est comme une espèce de coup dans le dos d'AMD pour essayer de les faire descendre par rapport à Intel. En gros, ce qui s'est passé, il parle également des différentes failles et tout, il dit comme quoi elles sont un peu controversées et tout. Comment, lui va parler plutôt d'un point de vue, pas humain, mais d'un point de vue genre de la société CTS Lab, pourquoi cette société est pas forcément viable, et pourquoi leurs déclarations sont pas forcément genre objectives. Elles sont teintées d'un objectif qui est qui serait de faire tomber AMD. Donc en gros, apparemment, la façon dont ils ont présenté les failles était très agressive.
les 24 heures qu'ils ont laissé à AMD pour répondre au problème et corriger le problème qui s'était jamais vu et qui ne se fait absolument pas dans le monde de l'informatique. Ils ont même fait un espèce de disclaimer, donc suite à toutes les accusations qu'ils ont pris dans la gueule CTS Lab, disant genre oui, il se peut qu'on ait un intérêt économique dans cette affaire. Donc ça veut dire que genre les mecs auraient un intérêt économique à ce que AMD ait des failles de sécurité et que les codes d'AMD chutent. Gamer Nexus a également essayé de voir qui était cette compagnie, quand elle s'était formée, ce qu'ils avaient fait dans le passé, qui travaillait pour cette compagnie. Et apparemment, ils n'ont pas du tout réussi à contacter leur attaché de presse, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment d'attaché de presse, personne qui s'occupe de la communication, etc. Apparemment, la société a été fondée, en tout cas en 2017, donc il n'y a même pas 8 mois, la société a moins d'1 an, et elle a été créée genre en juin 2017, donc c'est genre une toute nouvelle société de sécurité, dans laquelle il y aurait des employés pas vraiment connus, des gens qui n'ont pas forcément fait de la sécurité avant, etc., et qui seraient aussi impliqués dans des groupes financiers qui auraient des intérêts avec Intel, donc ça serait aussi du business. Ils ont ensuite essayé d'analyser les interviews et les annonces, parce qu'ils ont aussi fait des annonces vidéo par rapport à ces failles de sécurité, et il semblerait que les annonces qu'ils ont fait en vidéo, comme on peut le voir sur cette image, leur fond, donc le fond de l'image, c'est pas leur compagnie. C'est du footage qui vient de Shutterstock, donc c'est du footage genre libre de droit que tu peux payer et utiliser dans tes vidéos. Tu sais, comme les images débiles sur lesquelles Antoine Daniel a fait des voix à la con là. Bah t'as pareil pour des fonds de vidéos, etc. Et donc il semblerait que le mec soit filmé sur un green screen et que le fond ce soit pas forcément la compagnie, mais qu'ils aient mis ça pour genre donner bonne impression, genre on a une compagnie genre assez développée, qui est riche, qui fait genre avec des open space, genre hyper bien construit et tout, enfin bref voilà. Ils auraient également, leur logo serait également une variante d'une version modifiée d'un logo trouvable sur le même site, donc Shutterstock, qui est un site, ouais, pas libre de droit, mais sur lequel t'as des, genre tu peux payer pour avoir accès à des images de base, puis c'est des trucs qui sont utilisés par des compagnies, par des industries, etc. Ensuite, il y aurait un de leurs, ils auraient potentiellement des intérêts sur le marché, les parts de marché d'AMD et sur les fluctuations d'un point de vue stock market, donc d'un point de vue bourse de Intel et d'AMD. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont genre révélé ces failles de façon aussi agressive et de façon aussi alarmante, pour que tout le monde en parle et pour que les actions du côté d'AMD chutent et que les actions de chez Intel remontent, parce qu'ils ont peut-être un intérêt dans les actions de chez Intel et ils veulent que AMD tombe. Et en gros, Gamer Nexus résume très bien la chose. Les failles qu'ils ont annoncées, après avoir parlé avec beaucoup d'experts en sécurité et des personnes compétentes qui là ont été vérifiées, etc., sont potentiellement légitimes. Mais les failles ne sont pas forcément uniques à AMD. C'est ça le truc, c'est que ces failles-là, si on les retrouve chez AMD, on pourrait les retrouver chez Intel. Je veux dire, en installant un BIOS corrompu sur une carte mère sur laquelle tu as un processeur Intel, ça va aussi engendrer des failles de sécurité qui seront exploitables et avec lesquelles tu pourras faire n'importe quoi avec ton processeur Intel. Ça va créer des backdoors, etc. Donc c'est ce qu'ils disent, c'est genre, les failles dont ils ont parlé et qu'ils ont démontré, sont potentiellement légitimes, mais si elles le sont, elles ne s'appliquent pas forcément qu'au processeur AMD. Elles nécessitent un accès racine, donc un root access au système qu'on veut infecter. Et clairement, ça a pris des proportions bien trop grosses par rapport à ce que c'est. À cause de CTS Lab justement et de tout le bruit que ça a fait autour et de la façon dont ils ont communiqué sur ces failles de sécurité, qu'ils ont dit critiques, etc. Blablabla. C'est genre beaucoup trop de bruit par rapport aux vrais risques de ces potentielles failles sur les processeurs AMD. Donc tous ceux qui ont des processeurs AMD, ne vous en faites pas. C'est genre, votre processeur va clairement bien.
AMD est en train d'analyser tout ça, ils vont certainement venir avec une réponse qui est construite en vous disant oui, il y a quelques failles, potentiellement, on va essayer de les corriger, etc. De la même manière qu'a fait Intel avec Spectre et Meltdown, mais je pense que les failles Spectre et Meltdown étaient bien plus réelles et bien plus tangibles que ces potentielles failles AMD, parce que là, en plus de ça, le problème c'est que CTS Lab a un intérêt financier ou un intérêt qu'on ne connaît pas, mais ils ont un intérêt à ce que AMD soit mal vu, grosso modo. Et aussi, c'est une entreprise qui a à peine 1 an et qui fait de la recherche, personne ne les connaissait avant. Donc c'est un petit peu genre, coïncidence, je ne pense pas vraiment. En attendant, c'est à peu près tout pour ce Tech Talk. C'est surtout le gros du travail, enfin pas du travail, mais le gros des news aujourd'hui, c'était par rapport à ces failles là. Qui du coup, comme je l'ai résumé, c'est potentiellement légitime, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et pour moi, c'est pas totalement bidon, mais ça a fait beaucoup de bruit parce- pour peu de choses. Disons que c'est pas aussi grave que ce qu'on laisse entendre. Voilà. Ça peut être grave, je veux dire, mais c'est genre, ces failles pourraient se produire ailleurs et ça demande, pareil, ça demande de faire des trucs que vous feriez pas, quoi. C'est genre, laisser un mec avec un accès root à votre PC, laisser, laisser faire des mises à jour non signées et non autorisées de votre BIOS. Donc déjà, faut flash son BIOS. Ensuite, faut flash son BIOS avec un truc non autorisé. Il y a trop de concours de circonstances pour que ça arrive à n'importe qui. Voilà. En attendant, j'espère que ce Tech Talk vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ces failles. Dites-moi si, donnez-moi votre opinion, ça m'intéresse. Savoir si vous pensez que c'est légitime, savoir si vous pensez que c'est du vent, savoir si vous pensez que c'est pour mettre un gros coup de balayette à AMD pour juste avant la sortie de Ryzen 2 pour éviter que ça se vende. Il semblerait qu'Intel n'a aucune application avec CTS Lab. Ils ont fait un communiqué pour dire on n'a rien à voir avec ça. C'est pas notre faute si ils ont fait ça, genre on n'a rien à voir avec eux.